Bonjour à tous. Donc, je suis Cédric Lombardo. Et donc moi, pour me présenter rapidement, je suis actuellement en train d'essayer de créer une start-up. Et donc, je vais vous présenter eh bien, un des exemples qu'on a utilisé pour construire notre projet, et notamment eh bien, comment on construit un prototype d'une application quand on est tout seul en 15 jours dans sa chambre. Ça s'appelle donc ma première one-page app avec une API REST 8OS Symfony et un front Ember.js. On dirait un sujet de thèse. Je vous rassure, je vais pas aller en profondeur dans chacun des éléments. On n'a que 40 minutes et pas l'année. Alors, est-ce que je vais récupérer la main sur les slides? Ouais. Souvenez-vous, il y a 20 ans, allez, 10 même, nos PC ressemblaient à ça. Et Internet, c'était pareil. On maintenait, nous en tant que développeurs, un site web qui fonctionnait sur la même résolution que cet écran, c'est-à-dire 1024 par 768, et pas plus. Et il y avait quelques mecs farfelus qui avaient autre chose que IE6 dans leur poche, mais la plupart de nos clients étaient sur ces technos-là, et ça se passait plutôt bien. Sauf qu'aujourd'hui, l'écosystème a beaucoup évolué, et nos vieux ordinateurs ont été remplacés par un ensemble de choses, de périphériques, et notamment nos téléphones. Nos téléphones sont aujourd'hui les devices par lesquels on consulte d'abord nos mails. Je crois de mémoire que c'est 65% des emails qui sont d'abord ouverts sur un device mobile avant d'être ouverts sur un lecteur PC ou tablette. Donc le mobile est devenu au cœur de nos vies, et aujourd'hui, pour toute entreprise, il est primordial d'être sur mobile. Et puis aussi, nos usages Internet, ils ont beaucoup évolué. On ne se contente plus de faire un site, mais on en fait plein, ou au moins on le décline sur plein de supports, de manière à améliorer l'expérience utilisateur sur chacun de ces supports. Mais en plus de se contenter de les dépiler de les reproduire sur plein de supports, eh bien, on a décidé de développer des applications mobiles sur un ensemble, alors je ne les ai pas tous mis, sur un ensemble de technologies. Alors les plus connus et ceux qu'on a tendance à développer en premier sont iOS et Android, mais si on veut, en tant qu'entreprise, on va être assez rapidement amené à adresser quelques-uns de ces solutions, et au moins à faire un site, on va dire iOS, Android, qui soit visible sur les stores, parce que c'est hyper important pour le marketing d'être visible sur les stores, et puis d'être compatible quand même pour le navigateur mobile du client. Puis bien sûr, après, d'être compatible pour le navigateur site web. Le problème, c'est que chacune de ces technologies-là, on va avoir du HTML5 pour les navigateurs, du Java pour Android, de l'Objective-C pour Apple, et bien tout ça, ça va nous coûter très cher. Et ça, c'est pas cool. Et ça va nous coûter très cher, à la fois en termes de nombre de personnes qu'il va nous falloir pour développer, en termes de nombre de compétences, en termes de temps, mais aussi et surtout en termes de temps de recettes, de spécifications, etc., puisqu'on va avoir 40 codes. La vraie question, c'est pourquoi tant de haine? Après tout, HTML5 et JS, c'est super. On peut utiliser des technos qui existent déjà depuis quelques années, notamment Backbone ou Angular. Angular commence à faire un grand pic, donc je sais tout à l'heure, vous allez me poser la question de pourquoi j'ai pas pris Angular plutôt que Ember. C'est une question d'affinité, de rapidité, et que je trouve assez rade Ember plutôt que Angular. Voilà, j'ai quelques conflits avec la tribu ng- notamment. Mais en 2 mots, quoi qu'il arrive, chacune de ces technos-là sont des frameworks MVC. Ember.js, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'ami des développeurs Rails, parce qu'en fait, quand vous développez une appli Rails-like, vous vous branchez et c'est fini, vous avez fini de développer. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils l'ont très rapidement adopté, mais c'est très facile à prendre en main et très facilement tunable. La question qui suit, c'est alors pourquoi faire du code natif? Alors moi, quand j'ai posé la question aux gens qui m'entouraient, je posais la question à des graphistes.
Et les graphistes, ils m'ont répondu, ben, pour mes effets, ça va pas être cool, ça va pas être possible. J'ai dit, ben, va réviser ton CSS3. On voit bien que donc on est capable de faire des trucs assez classe en HTML5 dans un navigateur. C'est un navigateur qui tourne et qui fait de la 3D avec des cubes, avec des fondus, avec des slides. Donc Translate 3D est amplement suffisant pour ça. Et en plus, si vous regardez les applications, alors iPhone, effectivement, c'est blindé d'effets. Android, il n'y en a pas, ou très peu. J'ai une réponse, c'est en général, le device, il n'est pas assez puissant. C'est-à-dire qu'en fait, si vous faites un effet dans votre Android, comme Android veut supporter 40 000 plateformes, vous pourrez très bien le faire dans le navigateur du client moderne qui a son Galaxy S4 et avec lequel ça marche très très vite. Mais quand vous allez passer sur des solutions un peu plus old school ou autres, ou quand vous allez faire du natif, là Android va diminuer fortement les performances du rendu graphique et vos effets vont laguer à mort. Les devs mobiles à l'ancienne vont surtout vous répondre pour accéder aux couches basses de l'OS. Et je vous garantis, j'ai fait du push, j'ai accédé au carnet de contact, j'ai accédé à la liste des fichiers, j'ai accédé à la géolocalisation, tout ça sans taper une ligne d'Objective-C. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans mon projet. Ça veut surtout dire que je l'ai fait faire par d'autres. Et que j'ai demandé à Cordova d'exposer des API, enfin de retourner des API JS communes à Android ou à iOS dans mon cas. L'idée, c'est par exemple enregistrer du push. J'en ai rien à faire de savoir comment ça se code. Aller chercher des fichiers dans le device, pareil. Aller lire la caméra, pareil. Moi, je veux que le mec il prenne une photo, je récupère la photo en bas 64 et on n'en parle plus. Tout ça, ben, Cordova est capable de le faire pour vous, donc on va regarder comment. Et je pense, sincèrement, que beaucoup d'applications mobiles aujourd'hui que nous développons, alors ce n'est pas le cas de toutes, pourraient être faites sans problème avec du code semi-natif par Cordova ou d'autres. Alors, depuis tout à l'heure, je dis un gros mot peut-être pour certains. Cordova, c'est quoi? Alors Cordova, vous connaissez peut-être la partie plus globale, plus marketée, qui s'appelle PhoneGap. Eh bien Cordova, c'est juste la partie que Adobe a laissée à la fondation Apache de PhoneGap. Pourquoi Cordova plutôt que PhoneGap? Eh bien tout simplement, déjà, j'ai pas envie de donner mon code à Adobe. Désolé. Et en plus, c'est hyper long. C'est-à-dire que pour faire PhoneGap, l'intérêt de PhoneGap, c'est que vous allez avoir un code like Cordova qui va envoyer à un serveur Adobe, builder le fichier à distance et vous permettre de retélécharger le fichier chez vous. Super. Je vais installer un Xcode sur ma machine, je vais installer un Eclipse sur ma machine aussi, et puis je vais arriver à builder ça sans problème et à compiler mes applications sans problème. Et en plus, bah, j'aurai l'avantage de quand même pouvoir avoir accès à mon Java et à comprendre ce qu'il y a dedans et à comprendre pourquoi mon émulateur il bug ou autre. Alors, oui, dans PhoneGap, vous pouvez aussi faire la même chose et la mettre sur votre machine. Sauf que quand vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si vous utilisiez Cordova. Vous utilisez exactement le même code, il y a juste le nom du binaire qui a changé, qui s'appelle plus PhoneGap, qui s'appelle Cordova. Autant utiliser directement la partie open source. Alors, comment ça marche en interne Cordova? Eh bien, en fait, je l'ai dit tout à l'heure, on va avoir un ensemble de briques, de plugins, qu'on va pouvoir installer en une ligne de commande. Et avec ces plugins-là, vous allez pouvoir avoir accès, selon la personne qui a développé le plugin, à des couches de l'OS, à des fonctionnalités liées à votre téléphone. Liées à votre téléphone, et parfois vous avez certains plugins qui ne sont compatibles que Android, d'autres que iOS, et d'autres toutes plateformes, enfin au moins Android, iOS. Pour les Firefox OS ou autres, il y en a un peu moins. En même temps, il y a aussi un peu moins de téléphones. L'intérêt de ça, c'est que vous allez pouvoir construire un JS simple, qu'on maîtrise tous, qui va aller accéder aux fonctions et remonter les données. L'intérêt d'utiliser Cordova également, c'est que moi, pour mon application,
bah certes, j'ai un code pour l'ensemble de mes applications mobiles natives, ce que je vais publier sur les stores, mais j'ai aussi le même code avec juste la partie je vais chercher dans le téléphone comment on va lister les fichiers, qui est Beautiful dégradé pour mon site web mobile. Et directement, j'ai plus qu'un code à maintenir, plus qu'une liste de templates à maintenir, et c'est tout. Alors, la vraie question, quand on se lance dans ce genre de dev-là, c'est de se dire, mais la validation App Store, comment ça se passe? Alors, App Store, oui. Android, déjà, c'est simple, il n'y en a pas. Il n'y a pas de validation, il n'y a pas de process long de validation, etc. App Store, je vous rassure, vous aurez le droit aux mêmes ennuis que l'ensemble des développeurs qui font de l'Objective-C. C'est-à-dire que tout à l'heure, Fabrice parlait de DevOps, de multiples déploiements par jour. Alors, vous allez pouvoir le faire sur une partie d'Apple, puisqu'il y a un truc Store Distribution. Mais quand vous allez passer, enfin pour les entreprises, à la licence à 399 $ par an, quand vous allez passer à vouloir publier sur le store, vous allez pouvoir coder très très vite, mais par contre vous allez vous taper un mur qui est lié à Apple. Il faut savoir qu'on est en 2014 et qu'ils font toujours des validations manuelles de chacun de vos builds d'application. Il y a un mec qui se connecte, qui prend une journée pour aller lire votre application. Donc il y a un délai, en gros, d'attente qui varie, selon la charge des développeurs, de 5 à 7 jours en moyenne pour valider une nouvelle release d'appli. Rassurez-vous, vous aurez le droit aussi, mais par contre, ça ne posera absolument aucun problème tant que vous avez respecté la liste des règles Apple qui dit pas de contenu pornographique, je respecte, je mets des ULA, etc. Je ne vends pas de telle ou telle manière. Vous allez avoir aucun problème à publier votre appli sur Apple, parce que pour Apple, c'est un build pareil. Pour vous rapprocher des mécaniques un peu plus développement rapide, etc., vous invite à utiliser un outil qui s'appelle TestFlight. TestFlight, alors il y a la version, je le code chez moi, je mets mon store, je upload mon fichier, et il y a TestFlight qui est assez sympa, qui vous donne un SDK aussi, qui vous permet de récupérer les feedbacks des utilisateurs, voir si ça a planté, etc., et qui vous permet sur un groupe de early adopters de le mettre dans un cycle de vie où ils vont avoir une application qui va évoluer beaucoup plus vite que les gens qui sont passés par le store, où ils vont se taper beaucoup plus de bugs, mais où ils auront les corrections beaucoup plus rapidement. Alors, la question, c'est qu'est-ce que Symfony peut faire pour nous? L'avantage de Symfony, c'est que comme c'est basé sur une mécanique HTTP, on prend une request, on ressort une response, eh bien, on va pouvoir facilement coder des API en Symfony qui vont accéder à nos datas et qui vont retourner les informations à notre mobile. La première règle, Fabien l'avait donnée déjà lors du début de Symfony, je ne sais même plus de quand ça date, vous devez connaître par cœur la RFC HTTP. Pour coder une API, il faut maîtriser deux choses. Il faut maîtriser les status codes et les verbes HTTP. Voilà, donc put, post, get, delete, et link, et options. Après, Symfony, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, il y a toujours un bundle pour ça. Pour créer votre API, il n'y a pas un bundle, mais il y a un ensemble de bundles à installer. Et vous allez voir derrière, il n'y a plus qu'à coder le métier. Le premier, donc de bundle à avoir dans la poche, qui est assez connu, que vous utilisez peut-être pour la majorité, c'est FOSS REST Bundle. C'est le commencement de tout. Ça va vous permettre avant tout de gérer vos requests REST de manière très simple. Donc il y a une annotation @root, on va en voir un peu plus tout à l'heure, et va vous permettre aussi de facilement construire la réponse, qu'elle soit JSON, HTML ou XML. Dans les exemples qui vont suivre, on va se concentrer du JSON, c'est-à-dire qu'on imagine que j'ai paramétré mon API pour qu'elle me retourne que du JSON. On fait du mobile, du JS,
JSON, c'est super cool, c'est un objet. Si vous êtes maso, faites du XML, mais sinon, le JSON, c'est super. Le deuxième bundle à avoir dans la poche, c'est JMS Serializer Bundle. Donc là, c'est pareil, il est super bien documenté. Ça va vous permettre en fait de passer un objet de modèle à votre vue et il va savoir comment la sérialiser. Vous allez pouvoir lui dire quel champ exposer, lui donner des virtual properties à exposer, c'est-à-dire d'appeler des getters et de les exposer. Vous allez pouvoir aussi lui dire de quelle version à quelle version de l'API vous devez les exposer. Gérer les versions, quand on fait une API pour son propre site interne qu'on est capable de développer, on se dit bon, on fera ça après. Quand on fait du mobile, il faut savoir que l'appli est compilée, elle est dans le téléphone de l'utilisateur, Apple la mettra en prod quand ils en auront envie, et les utilisateurs l'installeront quand ils en auront envie. Autrement dire, vous pouvez avoir 40 versions d'appli en prod. Donc il est hyper important pour pouvoir migrer progressivement vos données, déjà de savoir quelles sont les versions encore installées ou pas, et puis d'être capable de gérer votre API et de rajouter des champs ou d'en enlever, ou de les renommer au fur et à mesure du temps. On parlait tout à l'heure de 8OS, donc ces fameuses API hypermédias. Il y a aussi un bundle pour ça. C'est Bazinga 8OS Bundle, il manque le A. Donc, voilà, l'idée, c'est de pouvoir rajouter facilement des liens. Donc ça, c'est la représentation JSON. Donc de pouvoir rajouter facilement des liens pour dire mon manager, l'URL pour retrouver le manager, c'est cette URL-là. L'URL du self, c'est cette URL-là. Et donc là, je vais avoir une API qui va être assez déclarative et qui va décrire mon service derrière. Si tu veux plus d'infos sur cet utilisateur, va la chercher là. Et ça, Amber est capable de le prendre en natif dans vos modèles. Aussi, alors je reviens, je parlais tout à l'heure de verbe HTTP. Cette route-là, ça va être super cool, c'est que, en gros, qui a cette route-là, c'est qui peut faire un put, un get ou un delete dessus, potentiellement, si la route l'autorise. Alors, ensuite, pas de bonne API sans bonne doc. Pareil, il y a un bundle pour ça. Et parce que tout simplement, la doc, c'est quand même mieux si elle évolue avec l'API. On parlait qu'une doc de projet open source, c'est très compliqué à écrire et à maintenir. La doc de votre API, c'est pareil. Vous allez avoir plein de bonne volonté pour l'écrire au départ. Vous dites, allez, il y a le prestataire. Puis après, vous faites évoluer vos champs, et puis ça ne ressemble plus à rien au bout de 2 semaines. L'avantage en plus de ce système de doc, de Delnio, c'est une ancienne version dans la screenshot, va vous permettre d'avoir une documentation autogénérée et exportable de votre doc, mais également, vous allez avoir un formulaire qui va permettre de simuler l'exécution de votre doc. Donc ça va être super cool. Nous sommes sur une appli mobile, donc pas sur le même domaine ou le même sous-domaine que mon site. Enfin, que mon API n'est pas sur le même domaine ou le même sous-domaine. Donc nous allons rentrer dans les problématiques de CORS. CORS, c'est ce qui consiste, c'est le Cross-Origin Resource Sharing. Donc c'est l'autorisation d'envoyer des informations à du cross-domaine. En gros, comment faire de l'Ajax cross-domaine de manière propre, puisque nos requêtes vont être envoyées en JS avec un $.jpost ou put ou get de jQuery. À quoi ça ressemble? Eh bien, en fait, CORS, on va avoir d'abord une première request qui va être envoyée par le navigateur en -x options, donc c'est un verbe HTTP, et on va lui dire access control request, et donc vous allez avoir un ensemble de headers access control request. Donc là, par exemple, je demande à faire un get sur mon URL depuis telle URL, et je lui demande aussi également l'accès au access control headers, et je veux avoir l'accès au header accept, authorization and content type. Ce que va me retourner CORS, c'est un ensemble de headers, access control allow credentials, j'ai le droit, youpi, je suis content, et l'ensemble des headers auxquels j'ai le droit, l'ensemble des méthodes auxquelles j'ai le droit, et la durée pendant laquelle je peux garder ce credential. Donc là, je vais pouvoir faire de l'Ajax sans problème. Et donc ça, avec le Nelnio CORS Bundle, j'ai pas mis d'exemple de la conf, mais vous verrez dans la doc, c'est super bien expliqué, c'est 5 lignes. En gros, on passe le pattern d'URL
on lui dit les headers qu'on veut renvoyer, et c'est parti. Un dernier que je ne présenterai pas en détail là, parce que ça ne s'applique pas forcément entièrement à mon cas, c'est Bazinga REST Extra Bundle. Donc ce bundle-là a pour objectif de vous aider à mettre notamment en place le verbe HTTP link, qui est en draft actuellement, il me semble encore, et qui vont vous permettre de faire des liens entre des utilisateurs plutôt que de poster l'ensemble de la mise à jour de l'utilisateur. Et il y a aussi, pour si vous avez par contre pas des API mobiles, mais vraiment des API qui sont sur un sous-domaine, il y a une mécanique de double cookie CSRF auto-check. Alors, l'idée, c'est de montrer quelques exemples. Maintenant qu'on a configuré qu'on a nos bundles complets pour partir, on va configurer quelques exemples. On va garder un exemple. Je vous propose de simuler un iBook Store, donc une petite bibliothèque. On va juste faire un contrôleur qui va nous permettre de lister les livres et de les afficher. Première étape, lister les livres. Il faut un contrôleur. Alors, c'est un peu clair peut-être au fond. Donc on va importer quelques annotations. Donc une annotation Symfony, le framework contrôleur, parce qu'il y a notamment des exceptions, des machins, c'est cool. Du Propel, parce que Propel existe encore. Et que c'est cool, et vous allez voir, c'est assez facile à écrire et que c'est hyper simple derrière. Et des annotations, donc l'annotation du REST bundle que j'ai alias asREST, et l'annotation API-doc. Ensuite, dans le contrôleur, et là on voit de moins en moins, on a donc une déclaration de doc, address_get. Je lui déclare que ma route je déclare d'abord une première address route, je dis /books, ça c'est pour l'ensemble du contrôleur, et address_get, je lui explique que la route /, je veux qu'elle aille, qu'elle s'appelle /book. Je lui dis qu'il y a une REST view, ça c'est comme le add template, en quelque sorte, et je déclare mon add_API-doc derrière pour déclarer ma doc. Je me contente de juste retourner un array qui va chercher l'ensemble des résultats dans la base. Voilà, et c'est fini. Ensuite, je vais définir la sérialisation, c'est-à-dire, donc je parlais tout à l'heure avec le JMS Serializer Bundle, donc je vais construire mon fichier YAML, donc il va s'appeler propel.om.basebook.yaml, il va être dans le dossier ressources config de mon book bundle, enfin ressources config serializer de mon book bundle, et en gros, je vais juste lui dire exclue tous les champs. Ça évite de se balader avec des variables que je voudrais rajouter en statique, à la main, dans mon objet, ou je sais pas, quand je dev, etc. Je commence à faire n'importe quoi. Ça évite d'exploser la moitié de la planète. Et ensuite, je vais déclarer individuellement chacune des variables, des propriétés que je veux exposer. J'ai pas mis plus de configuration que ça. On peut après, derrière, aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on peut dire que ID ne va pas s'appeler ID, mais qu'il va s'appeler _ID ou autre. Ça, vous aurez toute la doc. Ensuite, je vais pouvoir configurer le 8OAS. Donc, je vais aller dans ma classe book et je vais juste déclarer une @8OAS relation avec un lien qui va loader la route et faire un lien complet vers mon livre en question et donc me donner la route show. Sous-entendu, il faut que j'ai développé la route show avant. Si on regarde deux actions très proches l'une de l'autre, création et modification. Là, c'est pareil. J'ajoute deux annotations, la possibilité de créer un nouveau livre, et le formulaire booktype. Alors oui, on va utiliser les formulaires. Un formulaire Symfony, ça ne veut pas dire qu'on va mettre des champs dans une page HTML. Ça veut juste dire que je vais avoir une mécanique qui va aller binder des données et les checker et me les retourner dans mon objet. J'ai bientôt plus de batterie. J'espère qu'on ne va pas avoir une coupure de service. J'ai donc ensuite mon address post, donc new action, process form, new book. Voilà. Et donc dans mon address post, j'ai déclaré, donc pareil dans ma doc, je lui dis que le input c'est mon book type. Ça permettra de faire un joli formulaire dans la doc qui est adapté à celui que moi j'ai décidé.
et que le status code, c'est 201 si c'est créé et 400 s'il y a une erreur dans le formulaire. La même pour l'edit, sauf que là, je veux juste avoir quelques status codes en plus. Je vais avoir une 204 quand j'ai une modification. 204, c'est no content. Je ne retourne pas l'objet que j'ai modifié, puisque je le connais, la modification que j'ai faite, donc ça ne sert à rien de transférer du HTTP pour le plaisir. 404 quand j'ai pas trouvé l'objet, et puis c'est fini, et j'ai juste déclaré donc ici une fonction getBook que je vais pouvoir réutiliser pour mon show. Et donc le getBook, qu'est-ce qu'il se contente de faire? Il fait une book query et un find one by ID. S'il ne le trouve pas, il restera une 404, et puis sinon il retourne l'objet. Derrière, donc je vais avoir mon process form qui est un peu gros. Je suis désolé pour l'indentation. Je vais stuff, pas de review s'il te plaît. Donc de la response, j'ai mis surtout sur la ligne, c'est juste pour que ça tienne sur l'écran. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'analyse le status code en fonction de mon objet. Je crée mon formulaire, je soumets la requête, parce qu'il n'y a pas d'action submit sur un bouton précis, donc je la soumets direct, puisque de toute façon je suis arrivé dans mon URL juste pour ça. Je la valide, et puis j'enregistre, et si c'est créé, je retourne l'objet sérialisé dans une vue. Si c'est pas créé, je retourne une vue vide, et le problème est réglé, et si j'ai une erreur, je retourne une bad request. Alors, le formulaire, ça se déclare exactement comme un formulaire Symfony standard. À un détail près, j'ai mis CSRF protection à false. C'est con, mais je veux faire du cross-site, puisque mon téléphone est dans ma poche sur le nom de domaine file de .//. Donc je n'ai absolument aucune idée de où est mon site, et je ne sais pas le même domaine, donc je ne peux pas partager de cookies. Et en fait, pour pouvoir valider son CSRF, Symfony, il met des cookies. Comme les cookies ne seront pas sur le même domaine, je ne pourrai jamais recevoir les cookies, donc je ne pourrai jamais poster le formulaire. Donc c'est juste important d'y penser, sinon vous allez passer des heures à débugger des trucs qui n'existent pas. C'est bien tout ça, mais c'est un peu la porte ouverte à toutes les fenêtres, parce que on a accès au livre de tout le monde en faisant ça. Tout le monde a accès à tout. La question, c'est comment est-ce qu'on sécurise cette partie-là? Eh bien, la première réponse, c'est que tout le monde va avoir naturellement quand on développe en Symfony, c'est dire false user bundle. C'est vrai, mais pas que. Il y a deux bundles pour ça, false auth server bundle et false user bundle. Et je vais chercher de quoi me brancher. Ça s'appelle l'effet démo. Donc, je vais créer brancher mon PC. Je vais créer mon auth serveur perso. Est-ce qu'il y a du courant? Ouais. Est-ce qu'il va redémarrer? C'est pas sûr. Donc je vais créer, on va espérer qu'il redémarre à un moment. Je vais créer mon serveur auth perso avec comme objectif tout simplement de gérer mes utilisateurs perso à moi parce que j'ai pas envie d'utiliser Google ou Twitter pour exploser mes utilisateurs. Le false auth server bundle, je ne sais pas si vous l'avez utilisé beaucoup ou pas du tout. C'est hyper simple d'implémentation. D'expérience, pour avoir discuté avec des devs qui ont essayé de le faire aussi, il ne faut juste pas oublier un truc. Client dans auth, ce n'est pas l'utilisateur, c'est l'application. Donc client secret, client password. Moi j'en ai qui m'ont demandé comment je retrouve le secret et le password. C'est celui que tu as créé pour ton application et c'est tout. Voilà. Mais autrement, toute la doc se dépile en une config. Je n'ai plus de PC du tout. Alors également, quand vous utilisez auth, vous savez sûrement que vous avez un ensemble de validations qui vont se faire. Donc on va demander à l'utilisateur de dire est-ce que tu veux autoriser l'application machin à accéder au site machin. Et donc quand vous faites ça,
votre utilisateur, il a... C'est difficile. Quand vous faites ça, donc votre utilisateur il va être perdu parce que de toute façon il veut s'authentifier sur votre site, il ne veut pas que vous lui demandez s'il est d'accord que votre site authentifie l'application que vous avez développée sur votre site. Et en plus, quand vous passez par la route qui consiste à faire ça, donc la route d'access, je tape mon mot de passe, voir qu'il va démarrer. Là, quand vous tapez la route d'access, en fait, vous allez automatiquement vous retrouver avec une redirection. Vous allez lui passer une redirection d'URL. Et gérer les redirections d'URL dans une appli mobile, c'est hyper chiant. Alors il faut le faire. Vous allez devoir de toute façon à un moment le faire pour, par exemple, quand vous envoyez un email, que votre application mobile elle s'ouvre toute seule. Pour faire ça, en fait, il n'y a pas de HTTP ma super app. Enfin, ça existe sur Android, mais ça n'existe pas sur iOS. Il faut développer un pseudo-type de request et dire c'est mon app, .. Et ça, c'est top, mais c'est chiant à gérer, et à gérer des redirects dans une pseudo-WebView qu'on aurait ouvert à l'arrache, etc. Et il y a une solution pour ça, c'est d'utiliser le grand type password. Ce grand type-là se tape directement sur la route de token et consiste à être très gentil avec vous et à vous retourner directement le access token, le refresh token et le token lifetime. Et à partir de là, j'ai plus de redirect et j'ai juste un pauvre dollar Ajax à faire et je suis tranquille. Ensuite, côté Symfony, qu'est-ce que je vais avoir à rajouter? Un filter by user, donc un query builder un peu plus complexe pour les gens qui aiment Doctrine, qui ont envie d'écrire des longues requêtes. Sinon, juste je passe mes objets à Propel. C'est un petit joke, hein, mais je passe mes objets à Propel et le problème est réglé. Voilà, mon getUser est trouvé. Je fais la même chose sur la liste et bien sûr, j'ai modifié mon modèle. Et à partir de là, je suis capable de récupérer l'utilisateur courant et de jouer avec et de filtrer ses contenus. Alors, côté JS. Je ne vais pas faire une conf JS, on n'est pas à Paris JS. Je vais juste vous montrer rapidement comment on peut, nous en tant que dev PHP, c'est-à-dire en tant que très mauvais dev JS en général, on est capable, sans trop faire de fuite mémoire dans notre JS, d'exposer notre API et d'utiliser notre API tout seul comme des grands. Alors déjà, pour commencer, on a le fameux grunt qui va être super pratique, et il y a un truc qui s'appelle Yeoman, qui marche tout seul pour Ember.js aussi. Alors il y a deux parties dans Yeoman. Il y a une partie que moi j'aime bien, c'est la partie qui consiste à générer l'arborescence complète et à générer votre grunt file tout prêt. Puis il y a la partie que j'aime moins, qui est la generate controller et generate route, etc. Parce que en fait, elle va vous empêcher de réfléchir à structurer votre application dans des sous-dossiers et à créer des fichiers à la main quand vous en avez uniquement besoin. En gros, il va pondre du JS sans forcément que vous compreniez. Donc c'est cool pour faire le premier, on va dire, contrôleur. Et une fois qu'on a vu ça, il faut passer sur le mode où on les fait à la main. Il y a 4 lignes à taper. C'est quand même pas la mort. Et ça évite d'avoir des noms de fichiers qui se nomment n'importe comment, qui sont tous à plat dans le même dossier. Ça permet de structurer un peu son arborescence. Alors, comment ça se passe? On commence par déclarer un modèle tout simple. Donc moi, je vais prendre un modèle, iTrucBook. Donc, je lui dis que c'est un objet DS model. Je vais mettre un title et un ISBN. Ce que vous voyez comme argument avant, en premier argument de mon objet, de mon extend, c'est une mixin. Donc une mixin, c'est juste un bout de code JS qu'on va pouvoir créer avec ember.mixin.create, qui va juste consister à faire la même chose à chaque fois. Et là, c'est une mixin d'une librairie externe qui fait la validation des formulaires sur des regex, etc. Ensuite, je vais déclarer ma route. Pareil, je repasse toujours une mixin simple auth authenticated. Et ça, c'est pareil, je ne l'ai pas codé. C'est un bundle qui s'appelle, un plugin Ember.js qui s'appelle Ember Simple Auth, qui va gérer automatiquement OpenAuth, auth pour vous, avec le refresh token automatique, c'est-à-dire que 5 secondes avant la fin de mort de votre access token, il va faire un refresh token. Ça ne vous empêche pas de le faire à la main, si des fois vous avez laissé mourir parce que votre appli était fermée.
Et puis, ben, il va gérer automatiquement l'authentification au hôte, et notamment sur votre route password. Voilà, et juste, j'ai déclaré ensuite un modèle, et je lui dis juste, ben, va chercher dans le store, faire un find book, et là, il va aller faire le get automatiquement sur la route de tous les livres, et dès que ce sera prêt, il passera automatiquement au contrôleur, à l'exécution du contrôleur. Contrôleur que voici. Donc, encore une fois, j'ai écrit 3 fois rien. J'ai juste dit que c'était un arrêt contrôleur, et l'arrêt contrôleur, bah, il a des méthodes, et il sait que si je lui passe un tableau sort properties, et je lui dis, bah, je veux que tu tries sur le title, et en ordre ascendant, il va trier l'ensemble de mes enregistrements sur le titre en ordre ascendant. Dernière step, un template, handlebar. Alors, c'est pas le plus sexy, mais ça a l'avantage d'être, enfin, il est assez facile à étendre, donc vous allez facilement pouvoir rajouter des éléments dans handlebar. Voilà, donc là, c'est juste, on affiche juste une liste de livres avec des liens vers une autre route en lui passant le 10 en paramètres, et c'est tout. Si vous avez besoin de débugger vos applis JS, et notamment sur mobile, alors il y a le Chrome qui permet de bridger votre téléphone, et il y a aussi un petit site qui s'appelle jsconsole.com, et JSConsole en fait va vous permettre de, juste en lançant un script JS dans votre page, de faire une console remote et de discuter avec vos fameux alertes Toto ou console log dans les deux sens. Et ça, c'est assez cool aussi, des fois, pour débugger, notamment dans les simulateurs iOS. Voilà, vous n'avez pas forcément un Chrome direct et où c'est pas forcément facile à débugger une fois que vous êtes dans la partie native de l'application pour retrouver les éléments liés aux composants et sans forcément avoir à remonter à la couche Objective-C ou Android. Voilà, c'est fini. Twitter, GitHub, Cédric Lombardo. Et la présentation, vous pouvez la retrouver sur ce QR code. Et je tweeterai tout à l'heure le lien Google Drive. Voilà. Si vous avez des questions. Bonjour, merci pour la présentation. En fait, j'utilise tous ces bundles-là pour une application actuelle avec REST. J'aime bien savoir comment intégrer l'e-roll. Il y a un bundle qui intègre l'e-roll, en fait, Symfony. J'ai pas compris. L'e-roll, en fait, j'ai un accès par rôle. Dans Hôte ? Ouais. Ouais. Alors en fait, il y a plusieurs choses dans Hôte qui vont avec. La première chose, c'est les scopes. C'est quelque chose d'assez peu connu de Hôte, mais qu'utilise Facebook en fait. Et si vous avez implémenté l'API Facebook, en fait, vous avez des scopes. Donc là, vous allez pouvoir facilement scoper les rôles et après utiliser ces scopes côté Symfony pour savoir les données que vous voulez afficher. Et puis sinon, vous avez récupéré, si votre utilisateur a des rôles et que c'est votre propre application, de toute façon, il y a un getUser, donc on peut faire facilement un asCredential ou asRole derrière. À chaque fois, on envoie le token et le rôle en JS dans le request. Ah, côté JS ? Oui. Côté JS, la meilleure méthode pour l'instant que j'ai trouvée, c'est de faire une route /me et de gérer des ifs dans ton appli JS. De toute façon, quoi qu'il arrive, ça reste du JS, même si c'est buildé au sein d'une appli. Donc, c'est pas parce qu'on fait des validations côté client qu'on ne doit pas les refaire côté serveur. Il faut faire les deux. Il faut faire les deux côtés. Et ça, de toute façon, c'est un standard aussi, même quand vous le faites sur vos fronts chez vous, il faut revalider côté serveur que l'utilisateur il a juste pas fait un curl et passé le tour. Sinon, votre site, c'est encore une fois la porte ouverte à toutes les fenêtres. D'accord. Merci. Voilà. Merci pour ta presse. Est-ce que tu aurais des exemples d'applis iOS pas mal sur Cordova? Alors, je ne sais pas si elles ont été buildées directement sur Cordova. Il y a des applis sur PhoneGap qui sont sur la home de PhoneGap. Savoir que c'était la même chose. Hein. Donc il y a la BBC, etc.
à prime abord, comme ça, je pense que les applis type LinkedIn, il me semble, sont développées pareil en non natif. Après, je ne sais pas s'ils ont utilisé Cordova ou pas. Je me suis pas amusé à décompiler l'application pour voir ce qu'il y avait dans le cœur. Merci. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si vous avez eu la problématique de gérer le cache HTTP avec une API REST au Hot 2. Alors, pour l'instant, non. L'avantage, c'est que, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est un projet de start-up en mode à l'arrache. On est vraiment à l'étape prototype. Donc, on n'a encore pas eu ces problèmes de cache. Après, je pense que dans mon cas, je ne l'aurais pas forcément parce que je pense que je pourrais juste pas cacher puisque chaque utilisateur a ses propres contenus. Donc, je vais surtout me contenter de mettre un max edge à 1 seconde pour être tranquille et être sûr que je ne me fasse pas harceler sur cette partie-là. Je pense que si je voulais surtout avoir des contenus cachés et accessibles pour tout le monde, donc en quelque sorte des contenus publics, je ne passerai pas par OAuth, je les rendrai publics complètement et j'utiliserai mon access token et donc mon header authorization bar uniquement pour mes routes privées qui concernent l'utilisateur. Et donc comme ça, sur toutes mes routes publiques, je peux les cacher autant que je veux. Ok, merci. Et après, petit détail, grâce à Ember aussi, mes datas, elles sont dans mon contexte global de mon appli. Donc pareil, je ne les reload pas à chaque fois. C'est-à-dire que tu peux passer 15 fois sur la même page, aller à droite, à gauche. Je ne vais pas loader les données. Et en plus, il a une intelligence, c'est-à-dire que je rajoute un meta synth de la dernière modification des contenus. Et à chaque fois qu'il revient sur cette route-là, il me demande à télécharger que la diff de ce qu'il n'a pas récupéré encore dans l'application. Et ça, c'est pré-inclus dans Ember. Donc pareil, j'ai très peu de routes qui seraient appelées 2 fois pour retourner 2 fois le même résultat. Bonjour. Dans les bonnes pratiques REST, c'est plutôt conseillé que l'application soit stateless. Ce n'est pas du tout le cas avec DiskGetUser ou justement des routes /me. Pourquoi ce choix-là plutôt que stateless qui peut être effectivement après caché bien, etc. Alors pourquoi ce choix-là? Parce que en fait, l'ensemble de mon application a besoin du disuser avec du contenu perso. Donc en fait, c'est comme, quoi qu'il arrive, je dois te générer ton contenu uniquement pour toi. J'ai vraiment pas ces problématiques de cache. Je peux juste pas cacher en fait. Voilà. Merci. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une petite question, pas directement liée au cache, mais par rapport à l'utilisation des données en mode offline, en fait. Ouais. Alors, en mode offline, dans Ember, la première chose, c'est que mes données, elles sont dans ma variable, dans mon navigateur. Donc déjà, je peux très bien les utiliser depuis là. Et c'est ce que je fais actuellement. Et la deuxième étape sur laquelle je suis en train de travailler, c'est l'utilisation de IndexedDB. En mode offline. Et en fait, dans Ember.js, on a une mécanique d'adapteur. Et on lui dit sur quel adapteur il doit travailler. Et donc en fait, il suffira juste de créer un sync adapteur qui sera capable de stocker à la fois en mode IndexedDB et en mode REST dès que je réactive la connexion et qui fait la synchro des données qui manquent. Alors après, dès qu'on rentre dans ces mécaniques-là, il y a toujours la problématique de récupération des ID qui auraient pu être créés ailleurs, etc., et de resynchronisation et de conflit. Il y a un projet actuellement qui a été développé, mais qui n'a pas l'air super maintenu, qui faisait ça, qui s'appelait Ember Sync Store. Il y a des projets, des réflexions sur la communauté Ember. C'est pas aujourd'hui encore actif, encore là. C'est pas aujourd'hui dans les priorités principales de la core team d'Ember.js. Maintenant, ça devrait arriver. Et quoi qu'il arrive, on a la main pour nous créer nous-mêmes ces fameux Sync Store en quelques fonctions JS.
Voilà. Il faut savoir aussi que sur Ember, il y a une mécanique de release assez rapide, il faut une release toutes les 6 semaines. Donc ça tourne quand même pas mal. Merci. C'est fini, on me dit. Je vous remercie.